Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau talk proposé par Hydrogène Today. On va parler d'aviation aujourd'hui, d'hydrogène et d'aéronautique en compagnie de Olivier Savin, PDG et fondateur de Blue Spirit Aero. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous pour ce talk. Alors, on va passer en revue en fait un certain nombre de sujets. On va commencer par l'aéronautique en général, puisque ce secteur, bien sûr, est soumis à une forte pression en matière de décarbonation. On viendra ensuite un peu plus en détail sur ce projet Blue Spirit Aero. On verra en fait que ce sont les petits avions qui risquent d'apparaître plus tôt avec une solution hydrogène. Je rappelle d'abord, Olivier, que vous avez travaillé chez Dassault, que vous avez commencé votre carrière en fait dans le domaine de l'hydrogène il y a longtemps déjà, et c'était aux États-Unis d'ailleurs. Peut-être un mot sur le contexte actuel par rapport à l'hydrogène. On a vraiment le sentiment que ça gagne tous les segments de la mobilité lourde, et plus que jamais peut-être dans le secteur de l'aéronautique, c'est un sujet qui devient vraiment très chaud. Tout à fait Laurent, et évidemment on s'en félicite. Mais avant d'élaborer un petit peu là-dessus, moi je souhaiterais faire un petit retour historique parce que c'est amusant. Simplement pour dire que l'aéronautique est née grâce à l'hydrogène. On parle des premiers ballons qui ont vu le jour à la fin du XVIIIe siècle. Le premier ballon, donc le premier aéronef, le premier engin volant, c'était un ballon équipé d'hydrogène en 1783. Et il faut savoir que l'hydrogène a été utilisé dans l'aviation jusqu'à la catastrophe du Hindenburg en 1937. Donc ça fait plus de 150 ans d'usage de l'hydrogène pour l'aéronautique. Largement plus que ce qui est utilisé, largement plus comme période que celle qui correspond à l'utilisation de kérosène. Voilà, c'est juste une petite note. Et de la même manière, en fait, on sous-estime l'historique qu'on a pu engendrer sur l'utilisation de l'hydrogène pour des engins aéronautiques et spatiaux, puisque, comme vous le savez sans doute, l'hydrogène et la pile à combustible a été régulièrement utilisé. Oui, c'est la conquête spatiale, c'est la mission Apollo en fait. Sur les programmes spatiaux, en commençant par Mercury, Gemini et Apollo et la navette spatiale. Et c'est précisément sur la navette spatiale, moi-même, que j'ai commencé ma carrière à la fin des années 90 aux États-Unis, en effet. Donc, alors, tout ça nous amène peut-être à parler d'hydrogène liquide à un moment, parce qu'effectivement, c'est ce type de carburant, en fait, comme finalement la version spatiale qui sera utilisée a priori dans les avions. Dans les gros, en tout cas. Dans les gros, parce qu'on se rend compte effectivement que c'est le seul combustible qui a vraiment du sens au regard de toutes les contraintes qui sont imposées aujourd'hui au secteur. Mais l'hydrogène liquide, c'est compliqué quand même. On y reviendra certainement dans quelques minutes. C'est une substance qui est très capricieuse, qui est très difficile à manipuler. Et de fait, on en voit la démonstration régulièrement. Hein. On se souvient des reports successifs du lancement de la fusée Artemis par la NASA l'automne dernier. C'est systématiquement en lien avec des difficultés liées à l'hydrogène liquide, des fuites, des capteurs fautifs, etc. Donc, l'hydrogène liquide, c'est l'avenir, c'est très prometteur, mais ce n'est pas pour demain. C'est pour après-demain. Alors, le risque, on le connaît en matière d'hydrogène, mais bien sûr, il y a une connaissance qui s'est développée durant toutes ces décennies. Puisqu'on va commencer par les gros avions, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un acteur majeur qui est Airbus et qui aujourd'hui a une stratégie qui est vraiment affirmée dans ce domaine. Tout à fait. Ils ont communiqué il y a maintenant 3 ans sur un programme de très grande envergure qui s'appelle Zero Emission, avec l'ambition de pouvoir commercialiser des appareils de plus de 100 places à l'horizon 2035. Alors nous, dans le métier, on s'imagine que 2035, c'est déjà très optimiste. Donc on vise plutôt l'arrivée de ce type d'appareil aux alentours de 2040. Il y a beaucoup de développement à faire, en particulier sur la bonne gestion de l'hydrogène liquide et sur la transformation des moteurs existants de façon à ce qu'ils permettent d'accommoder l'utilisation de ce nouveau combustible. Ce que l'on peut dire, c'est que Airbus, en fait, évalue plusieurs technologies possibles. Il y a la pile à combustible, mais il y a aussi, pourquoi pas, les molécules de synthèse, également le moteur à combustion brûlant de l'hydrogène. Tout à fait. À terminaison, c'est ça le Graal pour Airbus, pour les gros avions. C'est la combustion d'hydrogène liquide dans un moteur, dans une turbomachine qui serait une variante de ce qui est utilisé aujourd'hui. Mais effectivement, Laurent, il y a plusieurs autres options qui sont évaluées, avec en particulier l'utilisation de l'hydrogène électrique. Là, ce n'est pas de l'hydrogène qu'on brûle dans une chambre de combustion, c'est l'hydrogène dont on utilise les vertus énergétiques pour le transformer en électricité via une pile à combustible. Sauf que ce chemin-là
n'a de sens que jusqu'à une certaine taille. Au-delà de 2 mégawatts, 2 mégawatts et demi, on se dit que la pile à combustible, elle ne paye pas sa place sur l'avion. Et donc ça correspond à des avions de taille nettement inférieure à 100 passagers. Sachant que la pile à combustible peut servir aussi pour apporter de l'énergie électrique pour des opérations de roulage au sol, par exemple. Tout à fait. De manière plus générale, Laurent, en fait, on peut parler de l'utilisation d'hydrogène électrique et de pile à combustible pour des fonctions primaires dans l'avion, la propulsion, et pour des fonctions secondaires, comme par exemple de l'énergie d'appoint dont on aurait besoin en cabine ou dont on aurait besoin pour assurer l'alimentation de systèmes tels que le train électrique, en effet. J'aimerais qu'on dise un mot des molécules de synthèse, c'est ce qu'on appelle le e-kérosène, puisque donc, grâce à l'hydrogène et du CO2, on peut fabriquer des nouveaux carburants synthétiques qui sont plus vertueux. Ça reste, encore une fois, de la combustion dans un moteur d'avion. Ça reste de la combustion avec tout ce que ça engendre comme aspect négatif, malheureusement. Donc, on finit par émettre encore du CO2, on finit par émettre encore des NOx et encore des particules fines. L'avantage de cette émission de CO2, c'est qu'au bilan, on peut considérer que la somme est nulle, puisque le CO2 est récupéré pour fabriquer le SAF, le Sustainable Air Fuel, ou le e-kérosène dont tu parlais. Donc il y a une boucle vertueuse sur le CO2. En revanche, on ne peut pas se débarrasser d'une émission de NOx et de particules fines. Alors, on l'a bien compris, il y a 3 technologies donc qui sont en lice pour ce futur avion à hydrogène. Se pose la question déjà aujourd'hui de l'infrastructure et on voit que Airbus, encore lui, essaie de passer des accords avec des partenaires et des aéroports également pour s'assurer que ce précieux hydrogène sera bien présent le jour où l'avion sera prêt. Tout à fait. Alors, on comprend bien qu'un avion à hydrogène, ça marche d'autant mieux qu'il peut être ravitaillé en hydrogène. Et donc, c'est une action qui est systématiquement prise en parallèle du développement du véhicule par les avionneurs. C'est une action qui consiste à se doter d'une infrastructure de ravitaillement hydrogène digne de sens et digne de l'exploitation visée sur les avions. Alors, il faut savoir que l'aérodrome est un endroit assez propice pour installer une solution de ravitaillement hydrogène. Et je ne suis pas le seul à le dire, il y a quand même une espèce de consensus international qui met en évidence qu'effectivement, on a matière à utiliser l'aéroport de façon vertueuse comme un hub énergétique avec au centre du dispositif une unité de production et de distribution d'hydrogène. Il y a quelques exemples dans le monde qui sont assez emblématiques. Je pense par exemple à Edmonton au Canada, qui se destine à fournir plus de la moitié de l'hydrogène du Canada dans son ensemble, juste sur l'aéroport d'Edmonton. Il y a aussi un autre exemple très emblématique, c'est le terrain du nord des Pays-Bas qui s'appelle Göttingen et qui se destine à être un hub énergétique majeur sur la base de l'hydrogène. Nous, on n'est pas en reste, en France, comme vous le savez, on a un projet très emblématique et d'envergure nationale, c'est le projet HyPort sur le terrain de Toulouse-Blagnac. Alors, vous parlez de HyPort, c'est à Toulouse. Alors, ce qu'il faut préciser, chacun le sait bien sûr, c'est que Toulouse, c'est le berceau de l'aéronautique, c'est là où il y a le siège d'Airbus. Mais juste à côté, à Francazal, il y a en fait un hub avec beaucoup de startups, dont la vôtre d'ailleurs. On voit qu'il y a un foisonnement de sociétés qui veulent faire des avions à hydrogène, mais des plus petits avions que les Airbus. Tout à fait. Alors, Francazal a été identifié par la région Occitanie comme le territoire qui va pouvoir accueillir un hub d'excellence, un technocentre d'excellence sur l'hydrogène aéronautique. Je crois que c'est quelque chose comme 60 millions d'euros qui a d'ores et déjà été fléché, avec un chantier qui va commencer ces prochaines années et qui va pouvoir donner accès à un grand nombre d'installations, d'essais, de mise au point, de recherche, un centre académique, etc., pour effectivement doter la région de cette expertise hydrogène aéronautique. Alors, il y a un foisonnement, effectivement, un foisonnement de réflexion, mais paradoxalement, il n'y a pas tant de sociétés que ça qui se sont lancées dans le développement d'un petit avion hydrogène. Finalement, dans le monde, il doit y en avoir moins d'une vingtaine. Mais effectivement, les Françaises sont basées d'une manière ou d'une autre à Toulouse. Alors, Blue Spirit Aero, vous avez choisi, Olivier, en fait, un positionnement bien particulier. C'est celui des petits avions d'aéroclub. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a une raison qui est assez naturelle, qui consiste à dire que plus l'équipement est petit, plus il est facile à développer et plus il est facile à mettre en œuvre.
Donc nous, on n'a pas de difficulté à brandir l'idée qu'on va arriver sur le marché largement avant les gros avions d'Airbus dont on a parlé à l'instant. Précisément dans le cas de notre société, Blue Spirit Aero, on positionne une entrée en service fin 2026, début 2027, pour des petits avions 4 places qui sont destinés au segment de l'aéroclub et en particulier du segment de la formation de pilotes. L'avantage de ce segment de la formation de pilotes, c'est que l'exploitation de ces avions ressemble beaucoup à ce qui est en vigueur en France dans plusieurs schémas, c'est la notion de flotte captive. On sait qu'à la fin de la journée, l'avion de formation de pilote, il va finir par retourner à sa base et de fait, il ne va pas avoir besoin d'un maillage intense sur le territoire de stations hydrogène. Une ou deux stations hydrogène suffiront pour qu'une petite flotte puisse opérer. Et ça, c'est un avantage déterminant dans notre vision des choses. On n'a pas besoin d'attendre le développement d'un maillage important sur les aérodromes. Et puis peut-être qu'il pourrait s'agir de stations à mutualiser avec d'autres moyens de transport. Alors exactement, tout le monde le sait, tous les gens qui nous écoutent savent que l'hydrogène, c'est une molécule magique qui a des vertus universelles. C'est la même molécule pour tout le monde. Et en cela, ça diffère de l'hydrocarbure, qui n'est pas le même pour un avion, qui n'est pas le même pour le diesel d'une voiture, le diesel d'un camion, le diesel d'un bateau, etc. L'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est la même molécule pour tout le monde. Donc tout le monde peut s'en servir. Si bien que les stations de ravitaillement hydrogène ont une vertu unique, c'est celle d'être plurimodales, de pouvoir accommoder tous les usages. Et nous, on compte sur le fait qu'une station de ravitaillement hydrogène n'a pas besoin de voir arriver l'avion avant de démontrer une viabilité économique. Donc, on va s'efforcer de se servir du développement et du déploiement qui aura déjà été assuré. Alors, sur un plan technique, vous avez fait le choix de la pile à combustible. Vous avez en fait imaginé des petites nacelles intégrant à la fois la pile, donc le stockage de... Voilà, ce sont des pods en quelque sorte. Oui, alors le mot pod, il est courant dans l'aéronautique depuis plus de 60 ans. Hein. C'est un objet qui est suspendu à la voilure et qui apporte une fonction supplémentaire à l'avion. Là, il se trouve que cette fonction, c'est la fonction propulsion. Et pour différentes raisons, on a choisi effectivement d'équiper notre avion non pas d'un monomoteur, mais de plusieurs petits moteurs qui sont répartis le long de la voilure. Ça présente un grand nombre d'avantages, en particulier une grande robustesse à la panne. Hein. On voit que la redondance de ces sources fait que on est robuste à la panne simple, à la panne double, etc. Ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ce sont des pods qui sont identiques les uns aux autres, donc interchangeables, facilement démontables, facilement maintenables. Et puis, enfin, en lien avec mon commentaire précédent, il vaut mieux gérer des petits objets, c'est plus facile à développer, c'est plus facile à intégrer sur un avion que ne l'est un gros objet. Donc, on a préféré répartir notre puissance en 12 petits modules plutôt qu'en un seul monomoteur. Alors, vous avez choisi le segment de la formation des pilotes parce qu'il y a des gros besoins. Et puis, c'est une façon de les sensibiliser justement à cette transition énergétique parce qu'ils seront amenés sans doute dans leur carrière à conduire des avions électriques ou à hydrogène. Tout à fait, ce choix est vertueux en ce sens-là. On s'attaque à la base de l'écosystème, aux gens qui seront les pilotes d'avions à hydrogène dans le futur. Donc, autant les familiariser tout de suite avec la molécule, avec sa bonne gestion, avec la bonne mise en œuvre, et rien de tel qu'un avion de formation pour assurer cette pédagogie initiale. Alors concrètement, Olivier, les briques technologiques ont déjà été évaluées en vol avec d'autres avions. Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains jours ou prochaines semaines pour vous? Alors Laurent, ce qui a été évalué, ce sont des technologies et on s'est efforcé dans le passé de démontrer que la pile à combustible pouvait assurer la fonction de puissance. On n'a pas démontré qu'elle était certifiable. Et ça, c'est un enjeu majeur dans l'aéronautique. Notre premier client à nous, c'est la certification, ce n'est pas le marché. Il faut démontrer auprès des autorités que l'avion est viable et qu'il est capable d'être manœuvré dans toute l'enveloppe de vol qui est prescrite par la réglementation. Donc les vols qui ont d'ores et déjà été faits, ce sont des vols à plat, entre guillemets, donc des vols qui n'ont pas représenté beaucoup de contraintes vis-à-vis de la pile à combustible. Nous, on s'efforce chez Blue Spirit Aero de faire en sorte que les technologies sont validées au gré des contraintes imposées par la certification. C'est la raison pour laquelle une des premières opérations qu'on fait, c'est de balader une pile à combustible dans un avion de voltige pour la mettre à l'épreuve des vraies contraintes
demandés par la certification en termes d'accélération, de température, de pression, etc. La prochaine étape, c'est un vol avec une maquette échelle 1 quart, si j'ai bien compris. C'est bien ça, une maquette échelle 1 quart, totalement représentative de notre avion, qui fait ses essais de roulage aujourd'hui et qui va prendre l'air courant du mois de janvier. Alors Olivier, aujourd'hui, dans le domaine du petit avion, il y a plusieurs acteurs. Enfin, je pensais notamment à Zero Avia, qui est une société américaine qui a aussi une antenne en Grande-Bretagne et qui a obtenu un permis de vol. Comment on se situe en France par rapport à cette concurrence, qu'elle soit américaine ou autre? Alors, aujourd'hui, effectivement, bon, il y a une poignée d'acteurs, hein, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Il se trouve qu'il y a 2 acteurs américains majeurs qui se positionnent pour l'aviation régionale, hein, donc l'aviation 20 places, 40 places, 60 places. En France, il n'y a pas d'acteurs qui sont aujourd'hui positionnés là-dessus. À ma connaissance, il y a 3 petits acteurs qui se sont positionnés sur le segment de l'aviation de loisirs. Et il y a effectivement un trou, puisque ce segment de marché du commuteur régional, du petit avion régional, bien présente des promesses marché qui sont assez importantes. Donc il y a de la place pour de nouveaux entrants et évidemment, on encourage les courageux à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'on peut dire du soutien des pouvoirs publics français? On voit que le gouvernement est prêt à dépenser beaucoup pour l'hydrogène. Bon, il y a une aide, on le voit pour la mise en place de Gigafactory. Dans le secteur de l'aéronautique, comment ça se passe? L'aide est remarquable et j'insiste là-dessus. On est extrêmement bien soutenu au niveau national par la BPI et accessoirement au niveau local, et je pense en particulier à la région Occitanie, qui propose des appels à projets remarquablement bien dotés en argent public. L'instruction qui est faite des sujets est systématiquement faite avec grande rigueur et beaucoup d'application. Donc aujourd'hui, on est ravis du soutien apporté par les pouvoirs publics. J'aimerais pouvoir dire la même chose de la part des acteurs privés, mais il y a un peu plus de timidité de la part des acteurs privés français, des investisseurs français. Il n'y a pas encore une vraie conviction que ce segment-là peut apporter des retours sur investissement suffisants. Et en cela, à nouveau, j'insiste sur la qualité des instructions réalisées par les pouvoirs publics. J'encourage les acteurs privés à se fier à ce qui a d'ores et déjà été fait par les pouvoirs publics pour obtenir la conviction que ce qu'on fait a du sens. Merci Olivier pour ce tour d'horizon assez complet de ce qui se passe dans l'aéronautique. Alors bien sûr, on aurait pu parler également des drones, puisqu'effectivement à Toulouse aussi, il y a un terreau fertile pour ce type d'aéronef, mais en tout cas, 2026, 2027, ce seront donc les premiers vols donc avec la technologie de Blue Spirit Aero. Merci Olivier, à bientôt. Merci Laurent, au revoir.